bureau de la Commission électorale indépendante CEI a tenu hier mercredi sa toute première réunion. Les 6 membres ont travaillé à élaborer le programme d'activité de la Commission pour des élections crédibles et apaisées en Côte d'Ivoire. Les opérateurs économiques de la coalition d'entreprises Private Investor for Africa sont en prospection en Côte d'Ivoire. Ils veulent investir dans le pays et ont rencontré pour cela le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour examiner les opportunités d'affaires. J-2 de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans l'IFU, les femmes se sont réunies au sein d'une association pour mieux recevoir cet invité de marque et par la même occasion pour parler d'une seule voix. 13 ans après les attentats du 11 septembre, le président américain Barack Obama s'engage plus que jamais dans la lutte contre le terrorisme. Il a annoncé que les États-Unis vont continuer à traquer les djihadistes de l'État islamique en Irak et aussi en Syrie. Bonjour à vous et bienvenue dans le 13h sur RTI 1. Hier après-midi, le président Alassane Ouattara est rentré de Dubaï. Il a participé à la conférence internationale des investisseurs Investir dans l'UEMOA, rencontre organisée par l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour obtenir des fonds afin de financer des projets de développement. Le président Alassane Ouattara a indiqué que 16 projets ont été retenus pour les 8 pays de l'UEMOA au cours de la conférence et pour un montant total de 10 000 milliards de francs CFA. Jérôme Kofi Abolin. Mercredi 10 septembre 2014, il était pratiquement 14 heures à la descente du président de la République Alassane Ouattara de l'avion le transportant de Dubaï à Abidjan. Le chef de l'État, comme lors de son départ, n'a pas manqué d'observer à son arrivée les règles d'hygiène établies en vue de la prévention de la propagation de la maladie à virus Ebola qui sévit dans des pays voisins de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, accueilli par des personnalités au nombre desquelles la première dame Dominique Ouattara ainsi que des membres du gouvernement, avec à leur tête le premier ministre Daniel Kablan-Duncan, a fait le point de la rencontre de Dubaï à laquelle il venait de prendre part. L'objectif de ce forum était de mettre en exergue les atouts et les potentialités des 8 pays que compose l'UEMOA. Et je dois dire que ceci était important puisque dans les pays du Golfe, en dehors du Sénégal, la plupart des pays ouest-africains francophones ne sont pas bien connus. Et nous voulions profiter de cette opportunité pour essayer de mobiliser des ressources pour le financement de grands projets régionaux. Ce sont au total 16 projets qui ont été retenus pour un coût d'environ 20 milliards de dollars, soit 10 000 milliards de francs CFA. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, figure parmi ces projets l'autoroute Yamoussoukro, frontière Côte d'Ivoire jusqu'à Ouagadougou, également la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Niger, également le port sec de Ferkessédougou. Alors, ces projets, comme vous le voyez, touchent tous les secteurs, que ce soit les infrastructures d'énergie, l'agro-industrie, les mines, la sécurité alimentaire, l'eau, les nouvelles technologies. Et des conventions ont d'ailleurs été signées et des engagements ont été pris par les investisseurs. Maintenant, il faut mettre tout cela en œuvre et que cela se transforme en financement et surtout en réalisation pour les différents projets qui ont été retenus. Ces projets sont importants pour la croissance, le développement, mais surtout pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Comme vous le savez, l'UEMOA quand même est un espace important, 3,5 millions de kilomètres carrés, grâce au Niger et au Mali, je dirais, qui chacun a plus d'1 million de kilomètres carrés, et également 110 millions d'habitants. 110 millions d'habitants, donc c'est un espace géographique et démographique particulièrement important. Le président de la République, Alassane Ouattara, a également dit être heureux d'avoir participé à cette rencontre. Il a par conséquent exprimé ses remerciements à l'émir de Dubaï, Cheikh Mohamed Al Maktoum, pour l'accueil et la bonne organisation de cette conférence et félicité ses pairs de l'UEMOA pour leur contribution à sa réussite.
Une coalition d'entreprises dénommée Private Investor for Africa veut investir en Côte d'Ivoire. Ces opérateurs économiques sont allés à la rencontre du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Ils ont analysé ensemble les opportunités d'affaires dans le pays et parlé des secteurs prometteurs. Hugues Véblé. Leur intérêt certain pour la Côte d'Ivoire, ces investisseurs privés l'ont notifié au Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Ces membres du Private Investor for Africa, PIA, étaient chez le Premier ministre pour évoquer avec lui les opportunités d'investissement qu'offre le pays. Les membres de l'organisation Investisseurs privés pour l'Afrique marquent ainsi leur volonté de collaborer avec le gouvernement. Pour l'instant, je pense que c'est très positif ce voyage et je pense qu'on va emmener avec nous non seulement des bons souvenirs mais aussi des bonnes recommandations aux différents conseils d'administration que nous représentons. Donc les montants qui vont être investis sont assez considérables. On regarde les différents projets, les différents secteurs d'activité, que ce soit dans le domaine minier, que ce soit dans le domaine pétrolier, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine énergétique, ou même dans le domaine, bien sûr, des petites et moyennes entreprises. Et là encore, on y croit. Et ce qu'on voit, 60-40, c'est-à-dire 60% comme du secteur privé et le reste venant de sociétés publiques. Coca-Cola, EDF, Heineken, Standard Bank figurent au nombre de 8 entreprises qui constituent la coalition Private Investor for Africa. Créée il y a 13 ans, le PIA, ou l'Organisation Investisseurs privés pour l'Afrique, a pour objectif contribuer à la création des conditions de marché et de l'infrastructure appropriées aux entreprises pour leur prospérité à long terme. Première réunion du nouveau bureau de la Commission électorale indépendante CEI hier mercredi. Les 6 membres ont travaillé à élaborer le programme d'activité de la commission et le président Youssouf Bakayoko a réaffirmé la détermination de la CEI à parvenir à des élections libres et transparentes. Salima Toudia, Léon-Brou. Réunion du nouveau bureau de la CEI, la Commission électorale indépendante ce mercredi. Les 6 membres désignés une semaine plus tôt ont répondu à l'invitation du président Youssouf Bakayoko. Objectif, élaborer le programme des activités préparatoires des élections de 2015. L'ajustement du cadre organisationnel et réglementaire de notre institution, passer à l'ajustement juridique devant régir les futurs scrutins, la révision de la liste électorale, pour y inclure notamment tous les ayants droit qui ne figurent pas encore et prendre en considération ceux dont la situation n'avait pas été claire en 2010. La mise en place d'un dispositif inclusif de prévention des conflits qui pourraient survenir lors des prochaines élections. Ce premier conclave du bureau marque le démarrage des travaux de la CEI, travaux dont la finalité pour le président de l'organe reste des élections libres et transparentes. Je voudrais donner l'assurance à tous que la commission électorale s'emploiera à organiser ces futures élections selon les standards internationaux. Je veux saisir l'opportunité pour inviter les acteurs politiques de notre pays à œuvrer de concert avec la commission électorale, à l'appuyer, à la soutenir pour que nous arrivions à des élections apaisées. Cette première rencontre au sommet vise aussi à préparer celle de la commission centrale de la CEI prévue pour la semaine prochaine. Il s'agira certainement de mettre tous les 17 commissaires au même niveau d'information pour plus d'efficacité. À 2 jours de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans l'IFU, l'heure est au dernier préparatif et c'est l'effervescence. Les femmes se mobilisent pour lui réserver un accueil chaleureux. Elles se sont même réunies en association afin de parler d'une seule voix. Michel Mambo. La reconstruction du marché, la réparation des pompes villageoises, l'assainissement de la ville, l'autonomisation des femmes. Autant de doléances que les femmes de Daoukro entendent présenter au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, lors de sa prochaine visite dans la région de l'IFU, visite prévue du 14 au 17 septembre.
Pour parler d'une seule voix, elles décident donc de s'unir au sein d'une association, l'association des Diamants d'Etokro et Samanza. À la tête de l'ADES, Kwasi Josiane Godé, sa vision, faire des femmes de Daoukro des actrices de développement. Tout ce qui se trouve sur le marché de Daoukro, qui est notre chef-lieu de département, provient de nos deux sous-préfectures. En fait, nous sommes le grenier du département de Daoukro. Mais étant enclavé à cause du manque de bitume, il se trouve que nous avons des problèmes pour écouler nos produits. En tout cas, c'est un cri de cœur. L'ADES revendique plus de 600 membres. Engagés dans la lutte contre la pauvreté, l'organisation fonde beaucoup d'espoir en la visite du chef de l'État. Le CCDO, Centre de coordination des décisions opérationnelles, a renouvelé ses effectifs. C'est la première rotation et l'opération doit se renouveler tous les 6 mois. Les 750 hommes issus de la gendarmerie, de la police et de l'armée ont été présentés. Réunion de rentrée hier au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le ministre a eu une séance de travail avec le Conseil consultatif de l'éducation. Il a été question de recueillir les préoccupations des syndicats, des parents d'élèves et des guides religieux qui constituent ce conseil pour une rentrée et une année scolaire apaisée. Hermaniamia. À quelques jours de la rentrée scolaire 2014-2015, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique se donne les moyens pour favoriser une année scolaire apaisée. Cette rencontre avec le Conseil consultatif de l'Éducation nationale vise donc à recueillir toutes les préoccupations des partenaires sociaux que sont les syndicats et les parents d'élèves en vue de trouver des terrains d'entente pour éviter les perturbations des programmes scolaires. Nous voulons mettre l'accent sur la qualité de l'enseignement, la qualité de l'encadrement, la qualité dans la gestion, la qualité dans la gouvernance de notre système éducatif. Donc, et évidemment, si nous avons tout ça, l'objectif, c'est la performance. Les préoccupations du Conseil consultatif se résument essentiellement au profil de carrière des enseignants, les arriérés de paiement des indemnités de logement et la situation des enseignants contractuels. Pour ce qui concerne l'enseignement préscolaire et primaire, on a la question des instituteurs adjoints sur le plan administratif bien entendu, mais sur le plan matériel, il y a les arriérés par rapport à tout ce qui s'est constitué comme stock relativement à l'indemnité de logement, relativement à la bonification indiciaire, mais on a également la question même de l'existence des organisations syndicales à travers les questions de précompte à la source. Et c'est l'ensemble de ces questions-là qui devront faire objet de réflexion pour que des solutions idoines soient trouvées, pour que le climat qu'on a constaté l'année dernière puisse se perpétuer. Créé le 6 mars 2014, le Conseil consultatif de l'éducation nationale qui comprend en son sein des représentants des syndicats, des parents d'élèves, des guides religieux et des chefs traditionnels est une plateforme d'échange pour prévenir les conflits éventuels qui pourraient subvenir au sein de l'éducation nationale. La promotion de la formation confessionnelle islamique au cœur des actions de l'association Al-Sadez. Elle a déjà construit plusieurs écoles primaires, secondaires et supérieures pour offrir un cadre d'études adéquat et une formation de qualité. Mamadou Kwasi. Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées, est un véritable centre de formation pour l'encadrement spirituel des enfants. Depuis des décennies, plusieurs dirigeants religieux ont fait leur classe à Bondoukou, avant de rejoindre les pays arabes pour des études supérieures. Aujourd'hui, pour renforcer les acquis de cette formation confessionnelle et permettre des cours de niveau supérieur sur place, l'association islamique francophone Al-Sadek œuvre pour la construction de plusieurs écoles confessionnelles islamiques à Bondoukou et dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Pour démarrer, une école pilote est ouverte pour la rentrée prochaine au profit des enfants musulmans. La cérémonie d'inauguration a été l'occasion pour le président de l'association Sadek, l'imam Cheikh Mourtada, de réaffirmer son soutien au système éducatif confessionnel islamique ivoirien. Il a signifié que ces écoles qui seront construites sur l'ensemble du pays permettront de dispenser une formation de qualité aux jeunes Ivoiriens, afin qu'ils soient des acteurs du développement de la Côte d'Ivoire. La délégation de l'association islamique francophone Al-Sadek a également sensibilisé la jeunesse musulmane de Bondoukou à la maîtrise du Saint-Coran, source de raffermissement des cœurs. Avec le grand imam de Bondoukou, il était question de prière et de bénédiction pour la paix en Côte d'Ivoire. Présent en Côte d'Ivoire depuis quelques mois, l'association islamique francophone Al-Sadek a pour objectif d'œuvrer pour la paix et pour des actions communautaires dans le domaine de la santé et de l'éducation.
Dans le Lodjibois, le déficit d'infrastructures scolaires est assez important. Plus de 1000 salles de classe ne sont pas fonctionnelles. Une organisation non gouvernementale a décidé de lancer un programme pour construire une vingtaine d'écoles. Chantal Akanda. Dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Divo, dans la région du Lodjibois, plus de 1000 classes sont construites en matériaux précaires. Ces écoles communautaires vivent grâce à la détermination de bénévoles. Mais le fonctionnement de ces écoles pose problème aux parents à cause de leurs coûts élevés. Quant aux écoles publiques, elles affichent un déficit de 30 000 tables bancs. Plus de 1000 latrines et 2000 logements de maîtres. Les entreprises citoyennes et les organisations non gouvernementales, ONG, se mobilisent elles aussi pour participer à l'effort des autorités étatiques, d'où le lancement du programme initié par l'ONG Social Vie chrétienne internationale pour la construction d'une vingtaine d'écoles primaires dans la région du Lodjibois. Les populations bénéficiaires mesurent la portée de cette action sociale. Les dangers sont trop. Il y a les taxis-motos et les voitures aussi qui cognent les enfants. Donc nous voulons vraiment avoir une école ici pour que nos enfants soient à paix. Mon école, il y avait problème de construire. Et avec le concours de toutes les autorités qui sont présentes, et je suis très fier, je suis convaincu que l'école sera construite. Je vais mobiliser mon village pour pouvoir faire ce travail. L'ONG Social Vie chrétienne internationale entend doter ces écoles de cantines scolaires en vue de fidéliser davantage les élèves avec l'école. Rappelons que la région du Lodjibois a bénéficié du programme présidentiel d'urgence PPU avec la construction d'une dizaine d'écoles primaires de 6 classes pour l'inspection primaire de Divo 2. Le conseil régional du Lodjibois a pour sa part procédé à la pose de la première pierre d'une école primaire et d'un collège dans la sous-préfecture de Ogoudou. Dans cette localité et à Hermankono, les travaux vont bon train. Comment lutter contre l'épidémie d'Ebola? Une question à laquelle l'Institut Pasteur tente de répondre en mobilisant son personnel dans les centres de recherche et sur le terrain. L'Institut a fait part de l'avancée de ses recherches. Avec 600 nouveaux malades chaque semaine, cette épidémie d'Ebola que connaît aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest est de loin l'épidémie la plus importante qu'ait connue le continent. 2288 morts à ce jour. La fièvre hémorragique Ebola a donc tué 2288 personnes sur 4269 cas selon un bilan arrêté au 6 septembre par l'OMS. L'heure est à la mobilisation partout dans le monde et les appels à la vigilance se multiplient. 300 morts comptabilisés à ce jour par l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie d'Ebola poursuit sa progression en Afrique de l'Ouest. Au Libéria, pays le plus touché, l'OMS ne prévoit pas de stabilisation avant plusieurs mois. Les efforts sont entravés par le manque d'unités de soins et la pénurie de personnel de santé. 5 centres de traitement sont actuellement en construction autour de la capitale. La Guinée, qui partage sa frontière avec le Libéria, n'est pas épargnée. Avec plus de 500 morts, la situation reste inquiétante selon Médecins sans frontières. La situation de Ebola est assez préoccupante puisqu'on voit une augmentation du nombre de cas et également une augmentation du nombre de préfectures qui sont touchées par la maladie. Et ça se voit directement dans les centres de traitement que MSF gère puisqu'on est passé en 2 semaines d'environ 70 lits à aujourd'hui plus de 150 lits d'hospitalisation pour Ebola. Même si la population guinéenne continue de travailler et d'aller à l'école, le président Alpha Condé appelle les citoyens à la vigilance. On a une guerre, c'est la guerre contre Ebola. Toute personne, tant soit peu citoyen guinéen, doit s'engager dans cette bataille. Ce qui est compris notre bataille aujourd'hui, c'est que la Guinée doit se battre pour la Guinée, mais pour la Sierra Leone et le Libéria. L'épidémie semble en revanche sous contrôle au Nigeria. Selon le ministre de la Santé, 19 personnes sont actuellement hospitalisées et mises en isolement à Lagos et dans la ville de Port Harcourt. Le chef de l'État ivoirien a offert la somme de 500 millions de nos francs pour aider dans cette lutte contre le virus Ebola. Aucun cas détecté en Côte d'Ivoire. Le respect des mesures préventives est de mise.
Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant rend hommage aux travailleurs humanitaires. C'est pendant la quinzaine de la solidarité en cours en ce moment qu'ils ont été célébrés pour leur dévouement à la cause de la solidarité. Le reportage de Ahmed Traoré est commenté par Abou Sanogo. L'action des humanitaires s'est faite remarquer au plus fort des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la quinzaine de la solidarité, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto, a au nom du gouvernement rendu un hommage appuyé à l'ensemble des travailleurs humanitaires. Selon elle, c'est une synergie d'action gouvernement-communauté humanitaire qui fera reculer la vulnérabilité et la résurgence pour le bonheur des populations. Vous avez contribué à l'organisation et à la sécurisation du processus électoral en 2010 et 2011. Que dire alors quant à la prise en charge de ces milliers d'enfants, de femmes, de jeunes, d'adultes, de vieillards, déplacés internes et réfugiés dans les pays voisins? L'un des faits marquants de cette célébration a été la distinction par l'État de Côte d'Ivoire de certains acteurs humanitaires. Par cette décoration, le gouvernement de la Côte d'Ivoire nous fait beaucoup d'honneur parce que nous travaillons pour le développement, nous appuyons les pays et de mon point de vue, nous avons essayé de jouer notre rôle aux côtés du gouvernement. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a au nom du gouvernement exprimé une profonde compassion à l'endroit des travailleurs humanitaires, mais aussi aux familles des 155 agents qui ont perdu la vie en apportant assistance aux personnes en danger. Une convention de partenariat pour financer des projets. La GEP et le Crédit du Nord s'unissent ainsi pour lutter contre le chômage et permettre particulièrement aux jeunes de s'insérer dans le tissu professionnel. Mahmadou Traoré, Francis Boifo. D'une durée d'1 an, ce partenariat entre l'Agence d'études et de promotion de l'emploi AGEP et une microfinance vise à lutter contre le chômage. Il permettra aux porteurs de projets de bénéficier de financements pour la création d'activités génératrices de revenus. Il s'agit pour nous d'accueillir tous les demandeurs d'emploi qui ont des projets porteurs, des projets viables, les accompagner à mieux structurer ces projets et à mettre ces projets à la disposition de la microfinance à l'effet d'obtenir leur financement. Nous mettrons du financement à leur disposition pour servir de garantie. On peut financer des montants allant jusqu'à 10 millions de francs CFA pour des durées de 36 mois, mais on peut toujours faire des exceptions parce qu'on va étudier chaque dossier cas par cas et les taux d'intérêt sont de 12%. Tous les secteurs sont ouverts. Ce qu'on fait déjà, c'est qu'on va étudier le dossier, on va essayer de confirmer bien sûr que le projet sera vraiment porteur de bénéfices. Le gouvernement a l'ambition de créer 1 million d'emplois d'ici à 2015. Il sollicite davantage les microfinances et autres établissements financiers pour accompagner les jeunes porteurs de projets. Ils sont invités massivement donc à nous rejoindre dans le dispositif de l'emploi afin que la question de l'emploi des jeunes soit une réalité dans notre pays. Selon les dernières statistiques de l'AGEP, l'on dénombre en Côte d'Ivoire près d'1 million de demandeurs d'emploi. Comment relancer la pisciculture dans le Gor? Les pisciculteurs de la région ont lancé la réflexion. Ils ont décidé dans un premier temps de renforcer leurs capacités afin de booster la filière poisson en Côte d'Ivoire. Thérèse Yoboué. Les crises successives survenues en Côte d'Ivoire ont désorganisé la filière piscicole nationale, particulièrement celle du centre-ouest, qui bénéficiait d'un encadrement. Conséquence de cette situation, abandon des étangs par les pisciculteurs avec des pertes énormes. Il s'agit aujourd'hui de réorganiser ce secteur. Pour y parvenir, 2 associations intervenant dans la filière piscicole, l'une française et l'autre ivoirienne, ont décidé d'unir leurs forces à travers un projet de partenariat. Ces 2 associations viennent d'initier un atelier à cet effet à Nagadougou, localité de la sous-préfecture de Ouragayo, dans le département de Gagnoa. Ici à Nagadougou, dans le cadre d'un projet de partenariat qu'on a avec l'APCI, l'Association des pisciculteurs de Côte d'Ivoire.
Moi, je suis actuellement le président de l'Abdra Pisciculture Paysanne, qui est une association donc qui vise à aider les paysans planteurs à toujours améliorer leurs techniques, parce qu'on peut faire beaucoup de poissons dans les campagnes, et notamment dans les campagnes ivoiriennes. Nous souhaitons améliorer nos systèmes de production en alevin, trouver les moyens de pouvoir alimenter nos poissons en aliments qui va nous coûter moins cher bio, c'est ce qui est de nos souhaits. Au total, l'atelier a permis de créer un réseau de pisciculteurs de référence pour aider les nouveaux venus dans la filière, pour donner forme au projet piscicole du Centre-Ouest qui bénéficie d'un financement de 2 ans à hauteur de 104 millions de francs CFA. Le conseil municipal de Guiglo honore l'un de ses fils. L'artère principale de la ville a été baptisée avenue Émile Kei-Boguinard, du nom de celui qui a été maire de la ville de 1981 à 2001. F. Boué, Franck Quadio. Avenue Émile Kei-Boguinard, c'est désormais le nom de l'artère principale de la ville de Guiglo, commune située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à 600 km d'Abidjan dans la région du Cavali. Émile Kei-Boguinard, cet ancien ministre d'État, à 86 ans, est un modèle. Grand bâtisseur de la ville qu'il a dirigé de 1981 à 2001, plusieurs infrastructures dont des édifices religieux portent à son empreinte. Le conseil municipal et les populations lui rendent alors hommage. Une cérémonie au cours de laquelle la ministre Anne-Désirée Oloto a exhorté les populations à suivre l'exemple de l'ex-maire de Guiglo. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour que, ensemble, nous en tirions les leçons et que nous nous engageons tous dans un élan de fraternité, de solidarité et d'amour à cultiver. Entre nous, les valeurs de fraternité, des valeurs de loyauté et les valeurs de solidarité. Occasion pour 10 pionniers du développement de cette ville de voir leur mérite reconnu par la grande chancellerie. Je suis un agent de développement étant maire de la commune de Guiglo. Je pense que je dirige une entité de développement et cette distinction me dit beaucoup de choses. D'abord, elle reconnaît le travail que j'ai fait depuis mon arrivée à la tête de la commune et elle m'incite encore à aller plus loin. Reconnaissance méritée donc pour l'actuel maire de la ville, Benoît Séverin Ballier, qui a entre autres réhabilité les locaux de la mairie, rénové la clôture du lycée municipal et équipé le lycée Gilles Tanry. 3 villages de Toumaudi ont été reliés au réseau électrique national. Les populations ont célébré cette arrivée très attendue de la lumière qui va sans aucun doute améliorer leur quotidien. Chantal Akanda. La mise sous tension électrique et l'inauguration de foyers polyvalents dans les villages de Nzabonou, Beniaboukro et Nkloadjo dans le département de Toumaudi est désormais une réalité. Cette promesse faite par le Conseil régional du Bélier aux populations s'inscrit dans l'amélioration de leur cadre de vie. Le représentant du président du Conseil régional du Bélier a donc exhorté les populations à prôner le vivre ensemble en vue d'un développement durable. Présents à cette cérémonie inaugurale, les administrateurs civils de la localité ont salué ces initiatives de développement. Les populations, premières bénéficiaires de ces réalisations, ont exprimé leur satisfaction. Le Conseil régional du Bélier ne compte pas s'arrêter à ces 3 villages, selon son représentant. Il entend étendre son programme de développement à toutes les localités de la région du Bélier. Mettre en place un dispositif légal pour appliquer le traité international sur les ressources pour l'alimentation et l'agriculture. 3 ministères ont uni leurs efforts pour y parvenir. Ce sont les ministères de l'Agriculture, de la Santé et de la lutte contre le sida et de l'Environnement. Le reportage de Patricia Omoetia. Cet atelier est une opportunité exceptionnelle pour un partage d'informations et d'expériences directes et interactifs entre les ministères de l'Agriculture, de la Santé et celui de l'Environnement. Au cours de la rencontre, le représentant du ministre de l'Agriculture a situé l'importance de cette étape qui vise à réglementer les ressources. Aussi a-t-il exhorté les participants à prendre en compte les réflexions sur le projet de loi, de même que le changement climatique et les besoins des populations pour une bonne alimentation. Il faut noter que la Côte d'Ivoire
d'Ivoire a signé et ratifié un certain nombre de textes internationaux en matière de biodiversité, d'environnement des ressources génétiques, dont la Convention sur la diversité biologique. À l'issue de cet atelier, il est ressorti la nécessité pour le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et le ministère de l'Agriculture de recourir à une synergie d'action en vue de faire aboutir dans les meilleurs délais les modifications à apporter au projet de loi en discussion au secrétariat du gouvernement. Les artistes de la communauté Gouro des 7 départements de la Maraoué s'unissent pour prôner la paix et la réconciliation. Première action, une rencontre avec les populations de Yopougon. Thérèse Yoboué. Durant les crises sociopolitiques intervenues en Côte d'Ivoire, les populations ont connu la division, la méfiance. Et le milieu des artistes chanteurs n'est pas demeuré en reste. Les artistes de 7 départements composant l'association CADO, en langue gourou, nous sommes un, ont décidé, eux, d'œuvrer pour la réconciliation. C'était au cours de l'installation du bureau des artistes de cette association dans la commune de Yopougon. Un bureau présidé désormais par l'artiste Bayabi de Maminidji, département de Zenola. Cette cérémonie était placée sous le parrainage du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Elle a été initiée par Léopoldine Kofi, présidente nationale du CADO. Le nouveau président des artistes Gouro s'est dit heureux de l'esprit de cohésion au sein du bureau. À ceux qui sont encore réticents à la réconciliation, Bayabi a demandé l'entente afin qu'ensemble, ils puissent former une famille unie. Cette cérémonie a vu également l'investiture du représentant du CADO de la commune de Yopougon. Jean-Martial Goré s'est dit prêt à œuvrer pour le rayonnement de la paix et de la concorde au sein de la grande famille de la Maraoué. 13 ans après les attentats du 11 septembre, le président américain Barack Obama s'est adressé à la nation. Il a annoncé que les États-Unis vont continuer à traquer les djihadistes de l'État islamique en Irak et aussi en Syrie, mais il ne se laissera pas entraîner dans une nouvelle guerre terrestre. Fin de ce point de l'actualité. D'autres informations sur les www.rti.ci. Je vous retrouve à 20h pour un nouveau journal sur RTI 1.